Et à la Chambre d'agriculture, je fais de l'accompagnement humain et relationnel. Mais ce n'est pas le sujet qui va nous occuper aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler charge, on va parler optimisation de systèmes. Parce qu'en fait, l'idée de la journée, vous l'avez vu en allant à l'étage supérieur, c'est de donner à voir des innovations, des nouvelles choses qu'on pourrait mettre en place sur sa ferme. C'est de diversifier ses revenus, diversifier ses pratiques. Et à la Chambre d'agriculture, on se dit, c'est intéressant, c'est pour ça qu'on le propose, mais avant tout, ce qui est important, c'est déjà de maîtriser ce que l'on fait. C'est-à-dire déjà faire bien ce que l'on fait pour après se dire comment je peux faire différemment, comment je peux faire plus, comment je peux me diversifier. Et donc, c'est pour ça qu'on a trouvé judicieux de proposer un temps sur justement la maîtrise des charges, la maîtrise de sa production. Alors, j'ai à mes côtés pour ça tout d'abord Jean-Philippe Moussu, qui est directeur départemental du centre de gestion, le CER France, et Jean-Dominique Robert, qui est agriculteur dans les Ardennes. Bonjour. Qui est à la tête d'une exploitation diversifiée, justement, avec de la production laitière, de l'élevage à l'étang, mais aussi des porcs et de la vente directe, avec un atelier de transformation. En association, ils sont quatre associés, et avec de la main-d'œuvre, plus d'une vingtaine en équivalent de temps plein, plus d'une vingtaine de personnes. Enfin, il y a plus d'une vingtaine de personnes, et ça fait en équivalent temps plein 24 emplois. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose pour vous présenter d'abord ? Ça convient. Bon. Alors, je vais d'abord laisser la parole à Jean-Philippe Moussu, qui va nous présenter des chiffres pour donner un état des lieux, pour avoir une base d'échange autour des charges qui sont afférentes aux exploitations agricoles. Bien, merci Audrey, bonjour à tous. Oui, l'idée on va commencer par un tour d'horizon des charges sur un panorama de 10 ans. Et même avant, on va avoir faire un tour d'horizon sur les évolutions des charges et ratios économiques, mais aussi en se projetant beaucoup plus loin dans le temps, puisque l'idée de ce graphique que je vous présente, c'est de se dire on rentre dans des contextes de plus en plus incertains d'un point de vue économique, climatique, juridique, et j'ai essayé de le modéliser avec une échelle de temps. Il n'y a pas de temps précis, mais c'est sur plusieurs décennies finalement, de se projeter en disant bon voilà, en euros par unité, que ça soit du lait par vache, du lait par des kilos de viande ou des céréales. On a eu toute une période dans l'après-guerre où on a eu des améliorations techniques, génétiques, etc., qui ont permis d'augmenter le produit par hectare. On a eu une forme de plafonnement sur les deux dernières décennies, en gros. Et puis, depuis quelques années, alors avec beaucoup plus de fixation pour les céréales, mais on a une augmentation globalement des prix. Et en parallèle de ça, on revient sur le sujet du jour, qui est de se dire, en face de ça, les charges ont augmenté continuellement et on a réussi par une dilution, alors que ça soit par de l'agrandissement, par de l'amélioration des équipements, par une meilleure valorisation des intrants, à réduire le ratio de charges par unité produite. Mais aujourd'hui, en fait, on fait face à ça, à de l'incertitude grandissante. C'était relativement stable pendant de nombreuses années par l'encadrement des marchés, par une stabilité politique. Et puis là, depuis quelques décennies ou années, on a un véritable emballement avec des années très favorables et puis d'autres qui le sont malheureusement beaucoup moins. Et dans ce contexte-là, une des voies, c'est de se dire comment on peut piloter l'entreprise sur la durée dans le contexte qu'on connaît. Alors surtout, je me permets, je ne l'ai pas dit au départ, mais surtout si vous avez des questions au fur et à mesure des graphiques, n'hésitez pas à vous manifester pour que Jean-Philippe puisse expliquer une chose en particulier. Et bien sûr aussi, Monsieur Robert, s'il y a quelque chose qui vous vient à l'esprit par rapport à ce que vous vivez sur votre structure, n'hésitez pas aussi à arrêter Jean-Philippe. Et donc là, on va dérouler une série de graphiques qui reprend un historique 10 ans. Donc ça donne quand même un peu de recul. J'ai fait le choix de prendre une moyenne de la ferme Ardennes, suivie par Serre France, en fait. Donc ça fait quand même un échantillon assez conséquent. L'idée sur cette thématique du jour, c'était pas de rentrer dans la différence entre du lait, de la viande, des céréales. C'était vraiment de se dire, bon, globalement, sur la ferme ardennaise, comment ça évolue. Après, oui, il y a forcément de disparités potentielles,
mais on va déjà se projeter pour apporter un certain nombre de sujets dans la ferme moyenne Ardennes. Et à chaque fois, vous aurez la courbe rouge qui sera le quart inférieur, en jaune orangé la moyenne de la ferme Ardennes et le quart supérieur pour la partie verte. L'idée étant de dire, ce quart supérieur, quart inférieur, c'est le critère qui permet de classer les fermes, c'est le solde de trésorerie disponible par unité de main-d'œuvre familiale. Hein, une fois qu'on a retiré les salariés, vraiment les associés exploitants agricoles. Voilà. Une fois qu'on a posé ça, je vous ai mis tout de suite le résultat économique, finalement, qui est le bout de ce qu'on va dérouler juste après, mais c'est de se dire que sur 10 ans, on voit qu'en moyenne, on est autour des 200 €. Alors, on fait abstraction du 2022 où on a eu la très belle embellie des céréales. Mais voilà, si on trace une moyenne, on serait autour des 200 € de l'hectare de résultats économiques. Mais on voit surtout cette très grande disparité entre le quart inférieur et le quart supérieur. Et l'idée, c'est de se dire comment on en arrive là, finalement, entre le quart inférieur et le quart supérieur et la moyenne, pour partir du produit. Et on va dérouler les différents postes de charge. Voilà. Oui, parce que là, on voit que le quart inférieur, si je ne me trompe pas, parfois ne dégage absolument pas de résultat. On voit qu'à part en 2022, le résultat du quart inférieur, effectivement, est négatif sur moyenne sur 10 ans. Quoi, hein, donc voilà. Alors, ce n'est pas forcément toujours les mêmes qui sont dans le quart inférieur, puisqu'on analyse année par année, mais malgré tout, voilà, si on prend cette ligne-là, on se rend compte que le quart inférieur n'arrive pas à avoir un résultat positif. Alors, pourquoi ? Si on regarde l'évolution déjà du produit, c'est quand même intéressant, c'est la base de tout. Hein. On en discutait juste avant et je pense que Jean-Dominique rajoutera quelques compléments. Mais on voit en fait que le produit en tendance augmente. Alors il y a ce pic très fort de l'année 2022, mais au-delà de ça, on a un produit très, très marqué. Et vous voyez quand même qu'on a un delta de plus ou moins 150 € en gros par hectare de produits déjà. Donc déjà, par le produit qu'on en tire, on a un écart significatif. Et j'attire votre attention sur l'année 2024 qui a été une année exécrable, hein, tout le monde s'en souvient malheureusement, où on voit que en termes de produits, le quart inférieur décroche de manière bien plus marquée que la moyenne ou même le quart supérieur. Donc une forme quand même de stabilité aussi dans la maîtrise technique. On y reviendra un peu après. Alors, on va redérouler un compte de résultats un peu classique. Hein, et donc si on se projette sur les charges opérationnelles, donc toujours en euros par hectare, on voit très clairement donc, cette forte hausse des charges. Néanmoins, si on prend avant 2022 et le pic, on voit que ce n'est pas discriminant de manière si nette que ça, en fait. On voit que les courbes peuvent se croiser en fonction des années. Donc on voit bien que finalement, la différenciation, elle peut exister, mais on est plus sur un effet année qu'un effet pratique de l'exploitant. C'est plus l'opportunité d'avoir saisi quelque chose en termes d'achat. Mais voilà. Après, il y a un point un peu atypique qui est l'année 2022. L'année 2022, on se rend compte qu'il y a un plafonnement des fermes du quart inférieur. Là, on a eu une telle envolée en fait, sur des prix. On a eu des décalages dans les achats et donc du coup, ça a un peu faussé les cartes, quoi. Mais on voit que derrière, hein, il y a eu forcément ce pic de 2023, notamment avec le prix des engrais hein, qui avait explosé avant de se retasser et puis aujourd'hui de malheureusement reconnaître un pic. Parce que les charges opérationnelles, tu confirmes, c'est ce qui est vraiment variable en fonction de la production. Oui, à l'exception du GNR qui se retrouve dans les charges de structure d'un point de vue comptable, mais autrement le reste, on va être sur les engrais phyto, semences et puis aliments du bétail, produits vétérinaires. Enfin, voilà, pour les principaux postes, quelques autres, les bâches ficelles qui vont se trouver aussi là. Mais voilà, une fois qu'on a dit ce que je viens de dire, on a fait une grande partie du tour des charges opérationnelles. Et là, on a vraiment un effet engrais hein, sur 2023. Voilà. Mais avec un décrochage, on voit des différentes façons de travailler en 2022 déjà. Ça dépend aussi beaucoup en fait, de la trésorerie d'exploitation et des périodes d'achat des engrais. Effectivement, on en reparlera, mais la gestion de la trésorerie sera un point qu'on évoquera aussi après dans notre échange, parce que c'est un point effectivement primordial.
Voilà pour les charges opérationnelles. Donc finalement, on se rend compte que les charges opérationnelles ne sont pas si discriminantes que ça entre le quart inférieur et le quart supérieur, mais on est plus sur des effets annés, des effets d'opportunité ou effectivement de positionnement qu'on a pu avoir, avec quand même des années où on voit il y a des forts delta entre quart inférieur et quart supérieur, mais ce n'est pas très marqué. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ça, ce n'était pas discriminant, mais si on regarde le ratio charge opérationnelle sur produit, on voit très nettement, là, on retrouve cet écart de différenciation entre la logique, je dirais, entre le quart inférieur, quart supérieur et moyenne. Oui, parce que là, le quart supérieur se retrouve en dessous. C'est-à-dire qu'ils ont moins de charges par rapport à ce qu'ils produisent. Oui, tout à fait. Et donc là, en fait, l'idée, c'est de se dire, en fait, on a vu que les charges en euros par hectare, la slide juste avant, n'étaient pas discriminants. Et on voit qu'on retrouve cette logique-là quand on le divise par le produit. Donc la signification, c'est bien qu'en fait, on a un effet produit sur ce ratio. C'est comment on valorise finalement les charges les charges engagées, comment elles sont valorisées pour sortir du produit derrière. Voilà. Jean-Dominique, je vois que vous avez envie de réagir. Allez-y. Oui, en fait, les gens qui font leur semence, c'est une 50aine d'euros hectare. Les gens qui font des relicots et qui sont un peu plus proches de ce qu'il y a dans les sols pour apporter uniquement ce qu'il y a besoin, c'est des petites économies. Souvent, en fait, ces choses-là, en plus, souvent, il y a un effet multiplicateur parce que j'imagine que les gens, dans ces cas-là, ils ont des surfaces un peu plus grandes. Et tout de suite, ça crée des sommes fort différenciées. Oui. Et puis l'effet produit, ça veut bien dire que derrière, on a aussi la technicité, malgré tout, des exploitants dans le passage au bon moment, l'application au bon moment, le semis dans de bonnes conditions, la bonne préparation du sol, etc. Puisque derrière, là, on voit bien qu'effectivement, l'effet ratio charge opérationnelle sur produit but est directement impacté par le produit également. Une fois qu'on a passé sur les charges opérationnelles, on arrive sur les charges de structure. Les charges de structure, on retrouve toujours, quart inférieur, quart supérieur, c'est logique, mais on voit quand même cet écart très fort du quart supérieur par rapport à la moyenne. Donc on a vraiment aussi des surcotes par rapport à ça. Excusez-moi. Hop. C'est pareil, on a aussi là pour le coup des charges de structure. Je vous rappelle qu'elles sont plus ou moins fixes. Je vais prendre celui qui me concerne directement, la comptabilité. Que vous fassiez beaucoup ou pas beaucoup de produits, le montant reste le même et un autre nombre d'opérateurs sont dans la même situation. Donc effectivement, on voit qu'en 2022, on avait une baisse généralisée du ratio. Des charges du ratio charge de structure sur produit brut, effectivement, on avait un très gros produit, donc forcément, on diluait les charges. Voilà. On voit que globalement, on avait une tendance baissière avant 2023-2024, où là, on a un regain sur les charges de structure, et on va essayer de voir un peu plus précisément pourquoi. Alors, le regain vraiment de 2024, c'est la mauvaise année et le manque de produits, mais d'une manière générale, c'est pas que le produit, puisqu'en euros par hectare, là, la différence de tout à l'heure sur les charges opérationnelles, on voit qu'on a vraiment une montée significative. On progresse de plus de 200 euros, 250 euros, voire 300 euros par hectare sur les charges de structure. Donc avec un effet lié notamment à un certain nombre de postes qu'on va essayer de reprendre, mais ça peut être surprenant. Est-ce qu'à ce stade, il y a des questions dans la salle? Est-ce que certains d'entre vous veulent poser une question? Bon, je continue. Tu peux continuer. Et donc, si on prend le détail des charges de structure, en fait, on va aller voir la mécanisation. Alors, vous voyez que, en gros, voilà, on est autour des 1000. Allez, on va dire, si on prend une moyenne, sur la moyenne, la courbe orangée, on est autour là, si on prend les dernières années, on est sur des 1100, 1200 euros à peu près de l'hectare. Et vous voyez que derrière, on est en gros à moitié des charges de structure sont constituées des mécanisations. Voilà. Donc, qu'en mécanisation, on y met effectivement l'entretien, réparation du matériel, tout ce qui est amortissement du matériel, et puis tout ce qui est carburant, entre autres. Voilà. C'est les plus gros postes. Hors crédit bail, je précise quand même, parce qu'aujourd'hui, on a un effet crédit bail, on va le voir après, qui est très, très intéressant à regarder.
Et on en redira un mot après. Mais, donc l'évolution des charges de mécanisation, vous voyez, donc on est sur en gros 50%. C'est un poste quand même très discriminant. Bon, on a le GNR évidemment qui a largement augmenté entre 2020 où on était très bas avec le Covid, où là on a eu une baisse significative, et puis une remontée sur les 5 dernières années, quoi. Si on poursuit, donc effectivement, je dis un mot du crédit bail. Alors là, on n'est plus sur les mêmes proportions. En nombre d'euros par hectare, c'est beaucoup plus faible. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est, s'il Ouais. te plaît ? L'idée, c'est de se dire, plutôt que d'acheter intégralement le matériel, je vais le prendre en location, pour faire un peu assez simple, avec souvent un loyer, un premier loyer majoré, comme ce que vous voyez à la télé sur les voitures. On est sur le même principe. Et c'est comparable au leasing Voilà, de voiture. on est sur le même, on peut comparer à ça, en gros, voilà. Et puis derrière, une mensualité sur une durée déterminée. Et puis éventuellement, à la fin, soit on repart pour un autre matériel dans les mêmes conditions, soit on peut éventuellement racheter le tracteur moyennant un tarif. Donc après, ça s'étudie. Ce qui est intéressant de regarder, c'est que globalement, il y a de plus en plus recours. On voit que depuis 10 ans, là, on augmente régulièrement. Et on a une excroissance très forte pour le quart inférieur. Souvent, malheureusement, on a vu, c'est des exploitations qui ont très peu de résultats, voire pas du tout, et donc un accès au crédit qui se réduit d'année en année. Et donc, le recours au crédit bail peut être une solution pour pallier à cette incapacité. Néanmoins, ça ne génère pas non plus d'amortissement, et donc ça peut être un peu un système où il faut gérer avec vigilance. C'est significatif des défaillances d'entreprises et c'est croissant. Donc ça veut dire que, au global, plus ça vient, plus il y a d'exploitations qui n'ont pas accès au crédit et qui sont en souffrance, quoi. Et donc, on va considérer que quelqu'un qui est en fin de carrière, s'il lui reste 5 ans à faire et qu'il a un tracteur à entrer dans ce modèle-là, ça fonctionne. S'il est plus jeune et qu'il en achète 2 ou 3, enfin qu'il en loue 2 ou 3, c'est voué à l'échec. Ça a un coût, et à la fin, vous n'en avez pas de matériel. Le matériel ne vous appartient pas, à la différence de la mensualité, mais ça permet à certains de pouvoir s'équiper malgré tout sans avoir recours au prêt, quoi. Autre graphique intéressant, c'est celui des charges de main-d'œuvre. On voit qu'on est sur des charges de main-d'œuvre qui augmentent. Oui, il y a de plus en plus de main-d'œuvre salariée dans les entreprises agricoles. Ça, on le sait, on le constate de plus en plus. Ce qui est intéressant de regarder, c'est que dans le quart supérieur, globalement, le montant de la main-d'œuvre en euros par hectare est plus important. Ça, c'est le premier point intéressant. Et qu'il accélère beaucoup plus vite que la moyenne. Donc ça, c'est quand même de se dire, la main-d'œuvre salariée ne veut pas dire pénaliser forcément l'entreprise. Au contraire, on en redira, je pense, un mot peut-être après. Mais voilà, donc c'est aussi, donc dans l'augmentation des charges, il y a l'augmentation de la mécanisation, il y a l'augmentation qui pèse beaucoup dans les charges opérationnelles, dans les charges de structure, pardon. Mais on a aussi d'autres points qui augmentent, notamment la main-d'œuvre. Mais ça reste intéressant à prendre, puisque le quart supérieur est au-dessus. Alors il y a un effet un peu MSA, mais pas que. J'ai retraité ça. Alors une fois qu'on a balayé le produit, les charges opérationnelles, les charges de structure, on arrive évidemment à l'EBE. Et là, je vous ai remis un EBE par hectare. Bon, sans surprise, on retrouve cet écart entre le quart inférieur et le quart supérieur. Mais vous voyez, tout de même, j'ai noté en moyenne 10 ans. J'ai fait la moyenne sur 10 ans pour essayer de se donner. Au moins, c'est plus intéressant. Donc, en moyenne 10 ans, le quart supérieur est à 737 € pour une moyenne qui s'établit à 533 et un quart inférieur à 283. Donc ça veut dire quand même 450 € d'écart par hectare entre le quart inférieur et le quart supérieur, et en gros 200 € à peu près entre la moyenne et le quart supérieur. Les données, c'était de 1 à 7 en termes de... Oui, l'autre jour, ouais, dans ce qu'on avait vu, le revenu disponible, parce qu'on a fait une réunion ensemble avec Jean-Dominique l'autre fois, et effectivement, les écarts de revenus, notamment en lait, on était du 1 à 7 entre le BE le disponible. Donc c'est vraiment énorme. Et je l'ai ramené par rapport à l'hectare, parce qu'on pourrait dire qu'il y a un effet hectare dilution. Alors oui, un peu.
puisqu'il y a entre le quart supérieur et le quart inférieur, il y a 30 hectares de plus. Alors, on est sur une ferme moyenne à 144 hectares, la ferme mini, le quart inférieur est à 144, il y a une quarantaine d'hectares d'écart. D'accord ? Donc ça fait un effet de dilution, oui. Sauf que si vous multipliez à 100 000 euros de BE d'écart entre le quart inférieur et le quart supérieur. Donc oui, il y a un effet un peu de dilution, mais on ne peut pas attribuer que à l'effet de dilution. Je n'ai pas refait tout le calcul, mais l'idée c'est qu'on puisse aussi échanger ensuite. Mais voilà, donc il y a vraiment un effet un peu de dilution, mais aussi un effet vraiment de produit et de maîtrise des charges. C'est une double conjonction. Même à structure équivalente, il y aurait 100 000 euros d'écart de revenus. Oui, un tout petit peu moins, mais on aurait quand même au moins 50 ou 60 000 sans difficulté par rapport à ça. Donc ce qui est quand même, quand on remet au regard de la main-d'œuvre engagée, c'est quand même très conséquent. Si on poursuit le ratio EBE sur produit, donc qui traduit, je vous rappelle, l'efficacité des charges engagées par rapport à ce qu'on a sorti en production, on voit effectivement toujours autant d'écart. Globalement, on a quand même une érosion légère, mais marquée sur toutes les courbes, une érosion du ratio EBE sur produit. Ça veut dire que globalement, il faut engager plus de charges en euros pour avoir le même produit, et donc on a une efficacité qui est en réduction. Donc ça va quand même, ça pose quand même question, hein, puisque au fil des ans, la rentabilité, l'efficacité se réduit, et pas forcément par un manque de maîtrise technique, puisqu'on voit que le quart supérieur y est aussi soumis, en fait. Ce qui est plus flagrant encore, même si j'avais retiré 14 à 17, là, hein, la dernière que j'avais fait, c'était sur 7 ans seulement, et c'était beaucoup plus marqué, la chute. Donc, voilà. Donc on voit qu'il y a une dégradation là sur les 6-7 dernières années qui est un peu plus marquée. Par contre, on voit cet énorme décrochage sur ce que je vous disais tout à l'heure, le ratio EBE sur produit, notamment à cause du produit, mais du décrochage du quart inférieur par rapport au reste du groupe qui se tasse un peu, mais qui subit moins. Et là, clairement, on peut voir, on a vu, pas d'effet des charges opérationnelles, un effet quand même charge de structure marqué, mais néanmoins, c'est aussi le produit, donc la technicité, la rigueur dans la production qui est importante. Alors au niveau des annuités, après le BE, évidemment, on arrive aux annuités. Les annuités, on voit que c'est beaucoup moins tranché, avec même une conjonction des courbes sur 2024. Là, on se rapproche. Alors, on en discutait en amont sur le fait que, c'est pas où que je vais l'apprendre, le prix du matériel augmente très fortement. Et donc on voit que même les gens qui avaient globalement du quart supérieur, qui étaient en tendance un peu inférieure, même si c'est pas significativement, enfin c'est significatif mais pas très marqué, là se rapproche. Donc on verra sur la durée comment ça se fait. Il y a aussi l'effet 2022 qui arrive avec un an de retard. Donc, on en parlait aussi. Je pense qu'on a aussi, on en reparlera après, mais sur la maîtrise de la trésorerie, la gestion de la trésorerie, il y a aussi ces questions autour de la gestion de l'investissement. Oui, il y a des effets par année, fiscalité. Et... Exactement. Ouais. L'année 2022 a provoqué chez certains des investissements et qui se reportent. Les conséquences sont décalées. Quoi. Et puis le ratio annuité sur EBE. Donc quelle part de mon EBE je vais consacrer à rembourser mes annuités et l'autre partie étant, celle restante étant ce qui me reste pour vivre. Et puis on voit effectivement que, alors hormis 2024 qui effectivement était catastrophique, et on voit que globalement, quart inférieur, il manquait de l'argent pour joindre les deux bouts. Et là, forcément, soit on réinjecte de l'apport perso, soit on va chercher des financements ou des pauses de crédit, puisqu'on voit que si on prend les annuités, on n'a pas réussi à les payer, puisque les annuités représentaient 2 fois notre BE, sur les très mauvaises situations. Donc là, c'est aussi ça. Et on voit, là, c'est vraiment le manque de produits, pour le coup, qui nous amène à... manque de produits nous emmène moins de BE. Et donc derrière les annuités qu'on n'arrive pas à couvrir. Sinon on voit quand même globalement, aujourd'hui on a environ une bonne cinquantaine de pourcents, 50 à 60% de l'EBE qui est consacré aux annuités. En parallèle, j'ai quand même mis les amortissements pour faire la dichotomie entre voie trésorerie et voie comptable. Mais voilà, on voit que globalement, les amortissements suivent la même tendance. Il n'y a pas de...
il n'y a pas de gros changements par rapport à la partie annuité. Et puis globalement, si on s'intéresse, une fois qu'on a dit ça, si on regarde l'endettement général, donc là on est en euros par hectare toujours, mais sur des dettes à plus d'1 an, hein, donc c'est de la dette moyen et long terme, on n'est plus sur les courts termes, et donc c'est vraiment de la dette moyen et long terme à plus d'1 an. On voit que de tendance, hein, depuis 10 ans, on est en constante augmentation. Si on se concentre juste sur la moyenne, hein, on voit qu'on a une augmentation constante de la dette à plus d'1 an. Ça veut dire que entre les besoins de réinvestissement, l'augmentation des prix, on a une augmentation significative de ça, avec, on voit quand même un niveau bien plus important pour le quart inférieur, donc, qui va évidemment contribuer à... on est plus endetté avec moins de produits et moins de bœufs. Donc on voit qu'il y a vraiment un effet du coup aggravant sur la situation. Et puis j'ai remis quand même la dette totale, hein, donc qui inclut du coup les courts termes. Bon, on voit que globalement il y a aussi une hausse, hein, sur la moyenne et le quart inférieur, moins sur le quart supérieur, mais qui sont déjà à des niveaux très importants. Donc on est quand même à 600 € d'écart, hein, sur la dernière année, sur l'endettement. Et là, c'est l'endettement général. Donc ça veut dire qu'il n'y a rien à voir avec l'effet année, quoi. C'est bien l'endettement global de la structure. On peut peut-être faire un petit parallèle avec ce que vous vivez sur votre exploitation. Jean-Dominique, comment vous gérez, vous, par exemple, cet endettement sur la structure ? Eh ben, enfin, en fait, on a fait des choix qui sont depuis longtemps en fait, dans les évolutions, dans les investissements matériels qui sont... on fait beaucoup d'entretien nous-mêmes. On achète ce qui nous est nécessaire, mais il n'y a pas d'option où l'investissement matériel va venir réduire le résultat de l'exploitation. En fait, dans tous les cas, on ne le fait jamais au travers du matériel agricole. On va améliorer, on va faire du bâtiment, on va faire du photovoltaïque, on va essayer de travailler, dès qu'on a un peu de financement, sur des choses qui vont nous permettre de faire des économies à terme sur d'autres postes. Là, aujourd'hui, on fait un bâtiment de stockage sur lequel il y a du photovoltaïque. L'objet, c'est de baisser de 15% notre dépendance à l'achat d'énergie. Donc aujourd'hui, voilà, tous les investissements qui sont faits sont des investissements sur le terme pour essayer de réduire les choses. Investissement doit rimer avec rentabilité. Exactement. Donc une fois, si je vous ai remis donc du coup l'évolution du résultat économique, hein, c'est le tout premier graphique que je vous ai présenté. Donc on voit comment du coup on explique cet écart entre quart inférieur et quart supérieur. On a un très net effet produit, hein, pour résumer. Des charges opérationnelles finalement qui ne sont pas très discriminantes, mais plutôt dans la technicité qui permettent d'avoir le produit au regard de ce qu'on injecte dans notre production. Et puis des charges de structure et de l'investissement qui payent, qui doivent être maîtrisées et pilotées. On va ressortir à quelques conclusions de tout ça. Voilà, je ne sais pas s'il y a quelques remarques ou questions sur les chiffres présentés, hein. Donc, voilà, ça reste une moyenne départementale, tout type de production confondue, hein. Donc derrière, après, il y a plein de disparités entre le lait, la viande, les céréales, évidemment. Mais ça, on ne pourrait pas rentrer trop dans le détail aujourd'hui. Est-ce qu'à ce stade, il y a des questions ou des remarques ? Allez-y. Alors, je répète pour ceux qui sont dans le fond éventuellement qui n'ont pas entendu, mais peut-être des fois des points d'investissement pour réduire ou pour faire des optimisations fiscales ou des réductions de charges MSA, de charges sociales, ont pu entraîner des effets pervers sur les structures. La difficulté qu'il y a eu effectivement dans un certain nombre d'exploitations, c'est face à la très belle année 2022 d'un point de vue économique, surtout économique. Alors technique, c'était pas mal. Économique, c'était exceptionnel. Effectivement, certains ont eu un peu les doigts qui les ont démangés sur le matériel et on a été en plein contretemps. C'est-à-dire que, je vous rappelle, hein, quand on clôture une année, alors on va partir sur une année civile, hein, on clôture un très bon résultat en 2022. Votre comptable déclare tout ce qui tourne autour d'impôts et MSA en juin.
vous payez la régularisation en septembre, octobre, et les acomptes pendant 1 an. Et en fait, du coup, vous payez 1 an après la très belle année, sauf que souvent le prêt, il arrive en même temps. Hein, le prêt du tracteur que vous avez attendu pendant 1 an en plus, parce qu'il y avait des délais de livraison. Donc tout s'est décalé. En fait, vous avez la première mensualité qui arrive au bout de cette année-là, et vous n'avez même pas encore l'amortissement, parce qu'il fallait attendre le tracteur pour l'amortir sur l'année suivante encore, qui était une très mauvaise année. Et les produits n'étaient pas là. Voilà, avec une très mauvaise année. Donc on a eu un vrai effet, effectivement, ciseau, entre de l'investissement qui en plus arrivait en décalé, donc n'a pas porté forcément ses fruits, hein, puisque la très belle année était faite. Hein. Et donc du coup, voilà. Donc effectivement, des fois, il peut avoir, et on va en reparler là juste après, sur le pilotage de la trésorerie, c'est aujourd'hui de plus en plus important. On n'a plus... C'était très lisse, comme j'ai montré sur le premier graphique. Avant, on a des variations très limitées d'une année sur l'autre. Donc, en fait, l'amplitude des appels de cotisation, entre autres, hein, était moins fluctuant et donc avait moins d'impact. Là, il nécessite d'avoir un pilotage pluriannuel de la trésorerie. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, j'ai essayé de synthétiser un peu avec tous ces chiffres que je vous ai montrés avant. Je pense qu'il y avait un intérêt quand même à mettre en perspective un certain élément. Si on se concentre, on reprend ces grandes phases sur le produit, je dirais que le produit n'est pas à délaisser en fait. Parce que, alors des fois, effectivement, hein, j'ai mis optimisation de la commercialisation et du produit. Il peut avoir parfois, on subit. Hein, je veux dire, le prix du lait, on ne le fixe pas, par exemple, si on prend celui-là. Les céréales, on peut saisir parfois des opportunités. Mais on ne choisit pas toujours, mais il faut quand même essayer d'optimiser au maximum. Je ne sais pas comment vous gérez la vente des céréales. Nous, on transforme toutes les céréales qui sont produites sur l'exploitation. En fait, on s'est aperçu que l'effet système, c'est-à-dire en fait, corréler la production végétale et la production animale, ça nous donnait dans tous les cas une force et des moyens financiers qui étaient supérieurs. Parce qu'on subit un peu moins les influences des coûts des variations de ce qu'on achète et de ce qu'on vend. Tout ça s'amortit un peu et globalement, ça stabilise l'exploitation. Ouais. Ça rejoint le dernier point, hein, qui est de travailler la complémentarité, la résilience des systèmes, effectivement, entre l'interaction, mais qu'on connaît bien dans nos départements, hein, notre département sur complémentarité élevage et culture, entre les amendements, le fumier, lisier, etc. Aussi, et puis effectivement l'autonomie. Moi, j'aime bien schématiser en disant quand je veux livrer une benne de blé à la coopérative, quand je reviens, ma benne est vide. Quand je distribue à manger à mes vaches ou à mes porcs, quand ils ont fini de manger, ma tonne à lisier est pleine. Et au final, aujourd'hui, dans le système, les engrais qu'on n'a pas achetés ou tout ça, ça vient amortir des années comme cette année où les charges venaient écraser le modèle économique, quoi. En fait, en étant plus autonome, vous êtes moins soumis aux variations de prix, qu'elles soient positives, mais aussi Absolument. Quand elles sont négatives, du coup. Absolument. Oui. Pour finir sur le produit, il y a aussi autour de la technicité. On se rend compte quand même, on l'a vu dans le produit tout à l'heure, il y a un vrai décrochage sur la mauvaise année qu'on a connue l'année dernière. Et on le voit de manière plus régulière sur effectivement l'impérieuse nécessité en fait, de la technicité malgré tout. L'adaptation des pratiques aux évolutions alors zootechniques, parce qu'il y a des tas de paramètres qui rentrent aussi en compte aujourd'hui en zootechnie, l'agronomie et le climat. Sur les techniques simplifiées aussi. Voilà, absolument. Pour étayer un petit peu sur l'agronomie, on est dans un système où on travaille un petit peu moins les sols, on fait du semi-direct, mais pas réellement. On a du travail de sol au préalable, mais 1 mois avant les semis, par exemple, on arrête, on ne touche plus aux parcelles, on laisse pousser si éventuellement on a des vulpins ou des choses comme ça. On met un coup de glyphosate et on sème en semi-direct. Donc là, vous faites un sillon tous les 16 cm, on va dire, pour planter votre graine. Et vous apercevez que en fait, vous n'avez pas de levée significative parce qu'en fait, vous n'avez pas créé de situation où vous avez remué la totalité de la surface de votre sol. Donc ça vous permet de dire, en termes de désherbage, vous avez un peu de gain. Et ça commence. En fait, aujourd'hui, tout ce qui est pilotage en général de l'exploitation, qu'elle soit sur des charges de structure, sur des charges opérationnelles, sur l'intégralité des charges,
en fait, c'est vraiment des petites choses. C'est un tas de petites choses, des tout petits leviers qui nous font gagner quelques euros à chaque fois. Et c'est le cumul de toutes ces petites choses-là qui font que vous êtes un peu moins mal. L'année où le produit est faible, la maîtrise des charges, elle vous mène à une situation quand même nettement plus favorable que si vous n'avez pas géré les intrants, quoi. Et effectivement, et en dernier point sur la partie produit, alors il y en aurait d'autres, hein, c'est les principaux, mais c'est de se dire aussi de travailler autour de diversifier les productions et assolements dans des nouvelles rotations. Il y a comme vous verrez quand vous serez au-dessus, il y a aussi des nouvelles opportunités des fois de diversifier. On a des enjeux autour de l'eau, il y a quelque chose de sujet juste avant. Donc il y a aussi tout ça qui permet de compléter et d'avancer sur la partie produit. J'aimerais revenir sur ce que vous venez de dire, Jean-Dominique. Vous dites c'est plein de petites choses. Comment vous, concrètement, vous faites pour observer ces pistes d'amélioration chez vous? Alors, si je donne un itinéraire technique, je vais donner, par exemple, un itinéraire technique de Cole de Smith, de colza, en règle générale. On va derrière une céréale, souvent derrière un escourgeon. On va faire un travail de sol aussitôt la récolte de l'escourgeon. On va laisser pousser, travail de sol à 5-6 cm. Travail de sol, on ne descend jamais. Superficiel. On va laisser lever les adventices éventuels, les adventices ou les repousses d'escourgeons. On va donner un glyphosate à 1 litre à peu près au moment du semis, la veille du semis de colza. Et on sème colza et févrole en même temps. Les deux plantes vont se développer, mais elles ne sont pas. Il n'y a pas de concurrence entre les unes et les autres. La févrole a plusieurs intérêts, c'est qu'elle va venir forer le sol, donc en fait elle va aérer un petit peu le sol. Elle va capter de l'azote de l'air, et qu'elle rendra par la suite, ce qui est plutôt intéressant. Et elle va surtout intéresser les insectes. Et globalement, on ne fera pas d'insecticide d'automne dans ces configurations-là. Ou alors, vraiment, on est dépassé par les insectes. Mais souvent, en fait, les févroles vont venir attirer les insectes. Et du coup, ça ne gêne en rien au développement du colza. Et vous avez quand même déjà limité vos charges. Globalement, on compte une dizaine d'unités en moins d'azote. Bon, l'azote, aujourd'hui, c'est quelque chose qui coûte relativement cher. Ça paye largement les semences de févrole. Et l'intérêt agronomique aujourd'hui, il est avéré. Et le fait de passer une fois de moins avec le pulvé pour mettre un insecticide de moins, ça nous va bien dans l'idée. Voilà, et du coup, par rapport à cet exemple, où est-ce que vous aviez trouvé cette idée? Comment vous êtes venu à vous interroger sur ce type de pratique? Eh ben, on était dans en fait, la démarche originelle des choses, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on avait de moins en moins de matière active à notre... c'est ça, qu'on avait de moins en moins de matière active et qu'on cherchait des solutions pour essayer d'être un peu moins dépendant des systèmes. Après, on avait aussi en fait l'aspect ferraille qu'on disait tout à l'heure, tout le matériel agricole qui coûte une fortune. Donc on a essayé de travailler sur plusieurs leviers. On a fait plein d'essais, ou aussi plein d'erreurs. Il y a des choses qu'on n'a pas réussi. Mais globalement, ça nous a donné aujourd'hui dans des sols argilo-calcaires, puisqu'on est majoritairement dans des sols argilo-calcaires, dans des situations bien données, c'est-à-dire que l'année où il fait très mauvais, dans des conditions où on a compacté les sols et tout ça, il faut on change quelque peu notre façon de travailler. Mais au global, par exemple, si je prends le cas d'un semis de blé derrière un maïs en silage ou un maïs grain cette année, donc cette année, les maïs en silage ont été récoltés fin septembre, et les maïs grains ont été récoltés fin octobre. On n'est pas du tout passé dans les terres entre la récolte du maïs en silage et le semis. Une seule fois, c'est la veille du semis pour mettre un coup de glyphosate parce qu'on avait quand même une population de vulpins qui était assez conséquente. Et sinon, pour le reste, on est passé dans des parcelles en semi-direct. On a implanté nos blés sans aucun travail de sol.
tout en sachant qu'en fait, là, dans ce cas de figure-là, on a regardé ce que ça représentait comme consommation de gasoil. Là, on est à 5 litres de fuel à l'hectare. Donc, pas de temps passé. Pas de gasoil, voilà. Donc, on a largement limité les choses. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que, comme on n'a pas beaucoup travaillé les sols, on a créé peu de conditions favorables à la levée des adventices. Et on a en fait même limité nos désherbages d'automne. Parce qu'on bénéficie encore un petit peu du désherbage du maïs. Il faut faire un désherbage maïs carré, il faut que ça soit propre. Mais dans ce cas de figure-là, en fait, vous partez pour une implantation qui vous a quand même pas coûté bien cher et pour un désherbage qui va bien, quoi. Donc même si potentiellement la vente des céréales cette année, le produit, il risque de pas être non plus très élevé parce qu'il y a beaucoup de stocks de céréales. Si vous avez déjà travaillé sur vos charges, vous êtes pas bien, mais vous êtes quand même nettement moins mal, quoi. Donc une volonté d'être plus autonome, une adaptation à l'outil dont on dispose et un brin de curiosité. C'est ça. Et puis de la mise en commun, parce qu'en fait, ce qui est super important là-dedans, c'est de partager ça avec des gens qui ont envie de voir, parce que ça fait peur au départ quand on se lance dans ce type de démarche-là. Et il faut le faire de façon proportionnée. Nous, on a peut-être un petit peu trop fort au début, mais voilà, on a recorrigé les choses. Aujourd'hui, il n'y a vraiment aucun regret d'aller sur ces pistes-là, quoi. Parce qu'effectivement, ce qu'on disait sur les charges opérationnelles, alors il y a saisir les opportunités en gérant le risque, notamment tout ce qui tourne autour des achats, des appros d'une manière générale, de se couvrir quand l'opportunité est plutôt belle. Il y a quand même des opportunités parfois à saisir, et c'est quelques euros de la tonne d'engrais, mais sur le volume, ça représente quelques dizaines ou centaines d'euros de salaire. Donc ça peut être appréciable. On a l'effet multiplicateur, on le remettra après, mais effectivement, on a un effet multiplicateur aujourd'hui. Donc, moi, j'ai l'exemple d'une exploitation dans l'Aisne que j'ai accompagnée il y a quelques temps. Très gros troupeau laitier avec plusieurs robots, etc. Et plus ou moins 10 euros. Alors, c'était sur le produit, là, mais c'est pareil si on prend sur l'achat du soja ou je ne sais pas quoi, plus ou moins 10 euros des 1000 litres. Ça faisait qu'ils avaient un revenu où ils n'en avaient pas. Voilà, tout simplement. Et plus ou moins 10 euros, je veux dire, c'est sur le prix du lait, tu ne le maîtrises pas complètement. Donc aussi, quand même, au niveau de la qualité. Oui. Donc du coup, voilà. Donc effectivement, on a un effet multiplicateur qui est aujourd'hui énorme par rapport à ce qu'on peut avoir. Et quand tu te dis avec plus ou moins 10 euros du millilitre, qui peut être une petite pénalité ou de qualité ou de choses comme ça, ça ne joue pas à grand-chose. Et c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros à la fin de l'année que tu as ou que tu n'as pas. L'autonomie du système et limiter la dépendance aux effets de marché, Jean-Dominique en a largement parlé. C'est vrai que c'est un point de vigilance. Et puis aussi, ce qui peut parfois être oublié un peu, c'est veiller à la valorisation optimale des intrants. J'ai refait ce petit graphique tout à l'heure, de se dire par rapport aux euros qui sont engagés, ce qui a été dit juste avant, par rapport aux euros que j'engage, quel produit j'en tire finalement. Alors on a au début une progression assez linéaire et puis on atteint un plafond. Et ce qu'il faut surtout être vigilant, c'est pas de basculer sur la droite de la courbe. Ce que j'ai croisé il y a quelque temps dans une exploitation laitière qui a voulu maximiser la production par vache, mais qui finalement a connu un déclin par rapport à trop de charges engagées qui mettent à mal les animaux. Voilà. Donc c'est-à-dire aller jusqu'à l'optimum, c'est bien, mais il faut savoir l'évaluer régulièrement sur un différent nombre de postes. Si on s'intéresse aux charges de structure, peut-être on va en dire un mot, on en a déjà un peu parlé, mais on a vu, certes la mécanisation, ça pèse 50% des charges de structure, mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Donc je dirais qu'il faut passer en vue les différents postes de manière régulière, en fonction du poids que représentent les postes de charge, parce qu'effectivement, il ne faut pas s'énerver sur des choses peut-être des fois qui sont très limitées ou avec des hausses très modérées. La mutualisation des achats, je l'avais noté avant, mais je le redis là, parce qu'effectivement, ça peut être des opportunités des fois. Ça peut être de l'achat de GNR, ça peut être de l'achat d'engrais, enfin voilà.
Donc des fois, il y a quand même des opportunités à saisir aussi quand on se met collectivement. Alors il y a déjà des choses qui existent par l'intermédiaire de syndicats ou même de groupements déjà de groupements. Donc voilà, et donc il faut regarder ce qui existe autour et puis pourquoi pas innover et créer des choses. Et puis la mécanisation, alors c'est un gros poste et il est hyper important, effectivement, je pense, d'adapter une politique d'investissement différenciée en fonction de ses besoins, à varier entre l'achat, le crédit bail, on en a parlé, la CUMA, la copropriété, la délégation de certains travaux. L'idée, c'est de ne pas mettre tout forcément de la même façon de gérer. Ce qui est important, c'est de bien intégrer la gestion du risque. Disponibilité du matériel. Il ne s'agit pas de ok, j'ai un SMOR qui me coûte pas cher, mais je l'ai quand il pleut, quoi. C'est un peu con. Et puis aussi de la technicité des travaux. Si je souhaite déléguer quelque chose, je ne vais pas aller déléguer ce qui demande le plus de technicité ou le plus de rigueur ou de disponibilité. Je vais plutôt déléguer quelque chose qui... Alors ça se pratique déjà, mais c'est bon de le rappeler quand même. Faire répandre des fumiers, c'est pas grave. Faire les traitements phyto, si le mec il passe quand il y a du vent ou quand la rosée n'est pas bonne. Ou, voilà. Bien fait. Voilà. Donc, voilà. Et puis différencier le type d'investissement, effectivement. Le crédit bail sur du matériel, un tracteur peut être intéressant. Sur d'autres matériels, il faut peut-être quand même éviter. Enfin, voilà. Donc c'est de bien analyser, pas de forcément se focaliser que sur une façon de faire. Je ne sais pas comment vous pratiquez. Ouais, moi, je pense qu'il peut être intéressant le crédit bail s'il est choisi, pas s'il est subi. Vraiment... La précision est importante, je suis d'accord. J'ai tendance à dire que je fais des formations à certains jeunes, je dis que c'est un peu l'outil du pauvre ou du riche. C'est ça. C'est à la fois l'un et l'autre. Oui, parce que maintenant, heureusement, quand on est pauvre dans mon schéma, je fais des guillemets à pauvre, parce que voilà, mais effectivement, comme on l'a évoqué largement tout à l'heure, je le subis et c'est un moyen pour moi d'avoir quand même du matériel quand je ne peux pas avoir recours à l'investissement. Et puis du riche, parce que des fois, après, on rentre dans des façons d'optimiser quand on est taxé sur un certain nombre de plus-values, etc. Mais ce n'est pas l'objet du jour. Mais ça peut être une autre façon d'utiliser le crédit bail dans cette configuration-là. Donc voilà. Sur la mécanisation, vous gérez comment Alors, on a un peu de matériel en CUMA pour des matériels très spécifiques, type ensileuse, voilà, des matériels qu'on ne pourrait pas, dans tous les cas, amortir tout seul. Et en fait, on achète plutôt de la machine, on est une petite CUMA, on achète plutôt de la machine d'occasion, qui est révisée, qui est fonctionnelle. Et on est très bien placé dans les coûts. Et on a sensiblement la même réflexion dans l'exploitation. Bon, par contre, on achète des matériels quand même, les tracteurs de tête de plaine sont des matériels qui sont plutôt récents, plutôt bien équipés avec GPS compagnie, parce qu'on s'aperçoit qu'à un moment donné, le coût de la main-d'œuvre et du tracteur, si vous avez 10 000 euros de GPS par rapport à 200 000 euros de tracteur, si vous avez 40 cm de recroisement sur votre outil, finalement, en fait, le GPS fait que vous optimisez et vous amortissez mieux votre charge de tracteur. Donc c'est vraiment piloté dans ce sens-là. Après, en fait, on entretient vraiment beaucoup de matériel nous-mêmes. Tout l'entretien des tracteurs et tout ça est fait par les concessionnaires, mais par contre tout le reste c'est vraiment fait par nous, quoi. Et le but étant pas d'avoir du matériel qui brille dans la cour. Il faut que le matériel soit fonctionnel, mais s'il a quelques années, ça ne nous gêne pas. Ouais. J'ai remis la copropriété parce que c'est vrai que la CUMA évidemment est très répandue, mais des fois on peut être sur des choix de CUMA on est un peu en marge, et des fois la copropriété peut être un compromis. Et ça ne remet pas en cause la CUMA sur un certain nombre de matériel, mais des fois le dimensionnement des configurations des différentes fermes d'une CUMA peut amener des fois à faire le choix plutôt d'une copropriété pour être plus adapté à ses besoins. Nous on est sur les deux modèles, sachant que la copropriété nous permet en fait de choisir les personnes avec lesquelles, en fait, c'est vraiment dans ce sens-là qu'on a de la copropriété. Voilà, moi, j'ai un autre exemple sur la copropriété. Effectivement, c'était sur l'équipement d'une CUMA où le matériel ne correspondait pas à deux exploitants d'une taille un peu plus modeste. Et donc, ils ont fait le choix de repartir en copropriété sur un équipement. Voilà, donc, il faut se fermer à rien. Tous les systèmes peuvent apporter quelque chose. La CUMA, évidemment, en est un, mais la copropriété peut être aussi une bonne solution dans certains cas. Globalement, ce que vous dites, il faut être fermé à rien. C'est vraiment, aujourd'hui, la différence. Comme on voit que les charges augmentent partout, que les produits baissent, c'est vraiment le pilotage de toutes ces petites choses-là qui font que, en fait, vous allez vous en sortir, quoi. Ou ça va vous faciliter la vie.
Et puis j'ai remis, dernier point sur les charges de structure, la main-d'œuvre, on l'a vu tout à l'heure, j'ai mis un effet levier pour maximiser le produit. Est-ce que des fois, avoir un peu de main-d'œuvre qui permet de mieux faire le boulot et d'être plus technique et d'avoir un peu plus de temps pour aller mieux appliquer les phytos au bon moment, etc. Enfin, je prends cet exemple-là parce qu'on sait que c'est de plus en plus pointu. Voilà, donc c'est à bien étudier, mais il ne faut pas le voir forcément comme une charge qui grève les choses, mais ça peut être aussi un effet levier pour permettre d'aller chercher le produit supplémentaire. Et on l'a vu qui est super important. Le traduisait tout à l'heure. Ouais. Et ce serait une autre forme d'investissement, quoi. Oui, investir tout à fait. Dans de la compétence. Dans de la compétence et potentiellement pouvoir déléguer certaines tâches aussi, dans les exemples, tu as pas cité, mais aussi pour gérer des fois l'entreprise. Oui. Oui, aujourd'hui, on a des salariés et puis on a les moyens aussi même financièrement de pouvoir intéresser un salarié en fonction des résultats de l'entreprise. Donc, il y a plein de leviers pour aussi impliquer des salariés qui sont motivés. Enfin, voilà, donc il y a des choses, enfin, vous en gérez un certain nombre aussi, alors pas directement sur la production agricole, mais à côté. Mais voilà, il y a les moyens de mettre des choses en place pour récompenser l'engagement des salariés aussi en plus, donc qui peuvent se voir déléguer un certain nombre de missions. C'est un enjeu fort. Ouais. Oui, parce que vous avez aussi fait le choix, tu fais bien d'arrêter un peu sur ce sujet, vous avez à la fois fait le choix sur votre structure de vous associer dans des contextes hors cadre familial, oui c'est ça, et aussi de salariés. Donc là aussi, vous avez eu une réflexion, quand est-ce qu'on dit on associe et quand est-ce qu'on dit là c'est la limite en salarié? Au départ, quand on a fait le choix de s'associer, on n'était pas encore dans le développement de la filature. Donc, c'était vraiment en fait l'accumulation, ou en fait le choix d'avoir des gens qui ont des compétences qui sont autres que les nôtres, parce que il y a des domaines dans lesquels on n'est pas très bon, et donc faut s'entourer de gens qui sont meilleurs que nous. Et dans d'autres domaines, on n'est pas mauvais, donc finalement, ça apporte, ça étaye la structure. Et aujourd'hui, ça, c'est vraiment quelque chose qui est fort dans notre structure, c'est que chaque personne a sa place, chaque personne a ses responsabilités, chaque personne a ses contraintes, ses obligations. Et finalement, on le vit très bien dans le sens où on n'est pas en concurrence. Chaque personne a largement de quoi faire, dans tous les sens du terme, pour pouvoir s'accomplir professionnellement, quoi. Après, le choix des salariés, on est vraiment nous, c'était un domaine qui était à part, donc boucherie-charcuterie, aucun des associés n'est compétent dans ce domaine-là. On s'est entouré de gens compétents, et puis on a recruté du mieux qu'on a pu et on gère du mieux qu'on peut, hein. On gère, c'est très contraignant de gérer de la main-d'œuvre. On fait face à des difficultés, on a des très bons moments, on a des moments où c'est plus compliqué à gérer. On grandit avec la structure. On a mis en place l'intéressement il y a quelques années pour essayer de motiver les gens. Ça fonctionne, mais ça ne suffit pas. Enfin voilà, c'est un boulot de tous les jours, hein. On a une partie des associés qui s'occupent de cette partie-là, et c'est pas neutre en termes de temps, en termes de préoccupation. Mais c'est en fait ce qui fait l'intérêt du système, l'intérêt du global, et que le système d'exploitation en général, avec la production, qui va de la production jusqu'à la commercialisation, que ça rend le domaine intéressant, quoi. Oui, ça ne peut fonctionner qu'avec une multitude de compétences et donc de personnes. C'est ça, et où chacun s'exprime, Pour vous donner un exemple, il y a depuis quelques années, mais c'était plus ou moins le cas jusqu'alors. Aujourd'hui, on ne fait plus aucun projet s'il n'est pas à l'unanimité. En fait, 3 associés pourraient contraindre le 4e, mais en fait, on peut pas on n'est pas dans cette démarche-là. On ne peut pas être dans cette démarche-là parce qu'en fait, chacun va avoir sa part de responsabilité dans le projet. Donc, finalement, c'est beaucoup plus simple de faire comme ça. Ça nous permet d'avoir une meilleure approche. Il faut probablement plus discuter, plus comprendre mieux. Bon, après, aujourd'hui, les enjeux sont clairs. Nous, chaque associé a 25% des parts. Donc, dans tous les cas, tout le monde a intérêt que ça marche, quoi. Donc, je ne vous dis pas que c'est pas forcément comme ça qu'il faut faire, mais c'est une méthode. Et cette méthode-là, si on s'y tient, ça fonctionne.
Sur la gestion financière, si on continue, moi j'avais mesuré l'impact du recours au crédit bail, mais on l'a déjà évoqué. Intégrer le pilotage d'une épargne de précaution, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux prélèvements sociaux et puis au retournement de conjoncture qu'on a connu, tout en intégrant la gestion du risque en complément de l'assurantiel. Parce qu'effectivement, on a les assurances, mais malgré tout, on a quand même des franchises, on a un certain nombre d'éléments. Et donc l'idée, c'est de se dire, j'intègre ces éléments-là aussi dans ma capitalisation d'une épargne de précaution, les très belles années, pour pouvoir faire face, à des prélèvements sociaux qui arrivent en décalé, et puis aussi passer les coups durs. Et puis aussi l'intégrer sur une dimension pluriannuelle. Ça rejoint ce que le tout premier graphique que j'ai mis, effectivement, il y a 15, 20, 25 ans, les variations d'une année à l'autre, elles étaient tellement infimes qu'à la limite, c'était la mauvaise année, elle passait sans difficulté. Aujourd'hui, on a tels écarts entre les bonnes et les mauvaises années qu'il faut quand même piloter de ça de manière pluriannuelle et pas se dire, on verra l'année prochaine. Je pense qu'il faut être dans un pilotage un peu plus long terme. En conclusion, j'ai remis, on voit, si on résume, en tendance, le recul de l'efficacité économique des exploitations quand même, qui est à noter, quelle que soit leur situation. Alors, quand on est dans le quart supérieur, c'est un peu moins grave, mais c'est pas pour ça qu'il faut pas s'en inquiéter. Un impact croissant de l'effet multiplicateur, je l'avais mis en conclusion, on l'a largement évoqué, effectivement, avec les quelques exemples qu'on a pu citer. Aujourd'hui, on gère effectivement de plus en plus d'hectares, de plus en plus de litres de lait ou de kilos de viande, donc, entre autres, et puis il y a d'autres productions, bien sûr, mais pour les principales. Donc ça, l'effet multiplicateur est quand même très très fort et le niveau de risque est accru en fait. L'erreur de pilotage peut très vite coûter très très cher en termes de trésorerie, et donc ça, c'est important. Je pense que ce qui est vraiment important de dire par rapport à ça, c'est que des fois, on se dit pour augmenter le revenu, il faut accroître la structure, alors que c'est très dangereux parce que du coup, on est encore plus soumis à cet effet multiplicateur. Et d'autant plus si on n'a pas fait ce travail que vous décrivez depuis tout à l'heure, de faire attention aux charges et aux coûts de production et à l'hectare en fonction des ateliers, etc. En fait, il faut faire l'inverse. Il faut aller chercher de la marge du mieux qu'on peut. Et une fois qu'on a ce savoir-faire-là, on peut multiplier. Il ne faut surtout pas faire le contraire. Surtout pas. Ça, c'est une remarque effectivement que je pense que c'est une très belle conclusion en fait. On voit quand même aussi qu'on a des écarts de plus en plus marqués entre les quarts supérieurs et les quarts inférieurs. Là, on a vraiment et ça décroche de plus en plus. Et sur alors les graphiques le moins que moi parce que je suis passé sur une historique 10 ans, mais l'historique 7 ans le montre encore plus sur les 7 dernières années qu'on a ces courbes qui s'écartent. Donc voilà. Et puis, finalement, ça rejoint ce qu'on disait, c'est une nécessité d'un pilotage de la performance économique globale des exploitations agricoles. Il n'y a pas un poste magique, il n'y a pas un produit magique. Voilà, aujourd'hui, le résultat, il est fait de un empilement de petites économies, de savoir-faire. Enfin voilà, tout compte. Et comme on vient de le dire, effectivement, il faut aller chercher la marge avant de vouloir faire plus. Et ça mérite déjà beaucoup de travail et beaucoup de vigilance au quotidien. Aller chercher la marge et s'assurer qu'il y en ait une. C'est mieux. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors, je vais la répéter, quoi qu'il arrive. Non, tu peux parler au micro. Merci. Moi, j'ai une question par rapport à la main-d'œuvre. Je voulais revenir dessus. Est-ce que quel est l'œuf, quelle est la poule entre le fait d'avoir investi dans de la main-d'œuvre et du coup d'avoir des meilleurs résultats, ou à l'inverse, d'avoir des bons résultats et donc d'être capable de payer de la main-d'œuvre supplémentaire ? Oui. Alors, effectivement, là, sur les chiffres là, on ne peut pas assez gratter, c'est compliqué de voir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on voit quand même que globalement, quand on veut faire plus, on est forcément, parfois, on néglige un certain nombre de points qui peuvent coûter cher. On l'a dit tout à l'heure. J'ai 2 heures de moins, ou j'ai 1 heure ou un quart d'heure de moins pour être attentif dans ma salle de traite sur la qualité du lait. Ou passer dans le troupeau si c'est des robots, peu importe. Mais
je peux vite, par le salariat, réussir à avoir ce quart d'heure supplémentaire et largement payer mon salarié, par exemple. Avec l'effet multiplicateur, hein, si je prends l'exemple du lait que j'ai dit tout à l'heure, en fait, tu as un peu plus de temps pour t'occuper de tes vaches. À 10 euros, tu grattes quelques euros des millilitres de qualité du lait. Ça paye le salarié quasiment. Et le salarié va faire plus qu'un quart d'heure par jour ou une demi-heure par jour. Donc voilà. Donc après, c'est pas toujours facile de passer le pas. Ce qui peut être intéressant, c'est on peut avoir aussi recours à de la manœuvre ponctuelle. On a quelques entrepreneurs qui sont dans la plaine et qui travaillent très bien. Il y a le service de remplacement. Enfin voilà. Je pense que c'est aussi de savoir à un moment investir un peu, alors peut-être modérément au début sur de la main-d'œuvre ponctuelle pour avoir cet effet levier, se dire tiens, je vais réussir à aller prendre un peu de main-d'œuvre là parce que ça me permet d'aller faire mes semis tranquilles ou d'aller rattraper mes bêtes aussi sans trop les stresser. Enfin voilà, c'est pas forcément des tas de choses, mais mis bout à bout, quelques heures par-ci, quelques heures par-là, ça permet d'avoir l'effet grandissant. Et puis jusqu'au jour où tu es en capacité aussi de faire le pas et de prendre un salarié à temps plein. Parce qu'effectivement, dire du jour au lendemain j'embauche quelqu'un, c'est pas forcément si simple que ça. À notre niveau, on s'est rendu compte que prendre un salarié polyvalent qui était bon dans des domaines où nous, on n'était pas très bon, et il y en a pas mal, on pouvait aussi le former un peu dans l'agricole, dans quelques domaines, et qui nous amène de la compétence par ailleurs dans d'autres. Et au final, c'est vraiment bien pour l'entreprise, quoi. Merci. Alors, une petite question, parce que vous êtes passé un peu vite sur le dernier point là, de la conclusion, la nécessité d'un pilotage de performance. Il y a beaucoup de jeunes dans la salle, et en quelques heures à l'année, c'est pas un truc qui va vous prendre beaucoup de temps, mais il y a quelques indicateurs sur une ferme, et sur une entreprise, parce que c'est valable pas que dans une ferme, qui sont faciles. Hein. Il y a votre situation du compte en banque. Moi, je fais ça tous les trimestres. Je regarde où j'en suis. Je le note dans un tableau. C'est tout con. Il y a 2 colonnes. Donc, je regarde la situation de trésorerie, la situation d'endettement, parce que ça évolue. Il y a des remboursements tous les mois. Il y a des remboursements des fois qui sont annuels aussi. Donc, ça évolue. Et puis, on se met des barrières ou des objectifs. Ça, c'est dans un sens comme dans l'autre. Mais c'est peut-être 4 heures de travail, donc une par trimestre, quoi. Mais ça permet de voir sa ferme et de la voir évoluer. Parce que quand on fait ça, le premier trimestre, on n'a pas de recul. Mais moi, ça fait quelques années maintenant que je suis quand même. Et on voit du coup l'évolution sur quelques années. Et c'est intéressant.